adopté. Nous passons à l'examen du 2479. Madame Baraïs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, lors des débats de l'article 5, nous avons pu faire valoir le fait que dans les territoires ultramarins, il y avait une démarche vertueuse de structuration de filières qui s'est faite pendant 40 ans pour que nos agriculteurs puissent développer leur activité, que nous ayons une agriculture locale pour nourrir convenablement nos concitoyens et que nous ne soyons plus sous le joug d'une arrivée d'importations massives. L'amendement qui vous est proposé au débat là est de dire que nous souhaitons que le relèvement de seuil de revente à perte soit appliqué au département d'outre-mer parce que il y a un phénomène particulier. Sur nos départements d'outre-mer, nous recevons ce que nous appelons des produits de dégagement. Je ne sais pas si vous les recevez, vous, sur vos marchés, les produits de dégagement. Ce sont des produits qui sont produits en Europe, mais ailleurs, dans le monde, qui sont dégagés sur nos marchés, sur nos territoires, à des prix inférieurs aux prix les plus bas pratiqués sur le territoire national. Je vous donne un exemple. Un produit comme des cuisses de poulet congelées, ce produit fait 10 000 km. Il arrive à l'île de la Réunion au plus bas à 1,89 € le kilo. 1,89 € le kilo. Est-ce que vous pensez véritablement qu'avec des prix comme ça, nous pouvons raisonnablement dire que nos éleveurs peuvent continuer à pratiquer leur métier? Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable, c'est mortifère. Donc nous avons pris, nous, dans la loi Égalité réelle Outre-mer, voté à l'unanimité ici au Sénat, des mesures à titre expérimental pour que nous nous battions contre ces produits de dégagement. Nous sommes des territoires français et c'est sur nos territoires qu'on nous envoie de tels produits. Et c'est pour cette raison, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, que nous souhaitons vraiment qu'il soit dit ici, devant la représentation nationale, que pour ces produits de dégagement, que nous puissions appliquer le relèvement du seuil de revente. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Madame Baraïs. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, évidemment, on peut qu'être d'accord avec l'ensemble de votre argumentation, mais là, je laisserai le gouvernement répondre parce que je pense que les dispositions spécifiques à l'application de cette mesure outre-mer seront régies par les ordonnances. Donc, je laisserai le gouvernement répondre sur cette question. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Ministre. Merci, Monsieur le Président. La disposition proposée n'est pas nécessaire parce que l'article 9 permet, si nécessaire, d'appliquer au département d'outre-mer les mesures qu'il prévoit. En revanche, le gouvernement n'est pas favorable à ce que la loi puisse imposer un tel choix. L'effet prix des mesures prévues à l'article 9 pourrait poser des problèmes dans les départements ultramarins. Sur l'angle du pouvoir d'achat, nous devons tenir compte, et vous l'avez rappelé, Madame la députée, du contexte très spécifique de la cherté de la vie dans les outre-mer. L'effort d'une meilleure répartition de la valeur pourra bénéficier aux producteurs d'outre-mer, indépendamment d'une application sur le plan local des mesures qui sont prévues à l'article 9. Et l'impact sur la grande distribution du relèvement du SRP permet une meilleure répartition de la valeur globale au bénéfice de tous les producteurs. Et le gouvernement y sera attentif, bien évidemment. Et sur ce sujet, je voulais dire que sur la question des outre-mer, il y a une saisine de l'autorité de la concurrence pour pouvoir traiter, comme vous l'avez dit, ces marchés de dégagement où on voit arriver sur les départements d'outre-mer des produits à très bas prix qui ne permettent pas
aux productions locales de pouvoir créer les conditions à la fois de leur développement économique et créer les conditions d'une meilleure structuration de l'offre que nous appelons de nos voeux. Et donc, je crois que là aussi, nous devons, dans la saisine qui sera faite ici, traiter spécifiquement ces questions de marché de dégagement grâce à la saisine de l'autorité de la concurrence pour permettre d'apporter des réponses aux problèmes que vous avez soulevés, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Barreil, vous avez la parole pour réagir à la position du gouvernement. Monsieur le ministre, je ne comprends pas vos hésitations. Véritablement, j'entends le rapporteur qui nous dit qu'on a raison de se battre là-dessus. Nous avons pris des dispositions, il y a des dispositions légales. Il y a la loi Égalité réelle Outre-mer qui prévoit que lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation-distribution d'une part et ceux de la production et de la transformation locale d'autre part peut être rendue obligatoire par le représentant de l'État dans le territoire. C'est cette loi qu'il faut mettre en application dans les territoires. C'est écrit, ça a été voté à l'unanimité. Cette loi s'oppose. Cette loi doit être appliquée dans les territoires. C'est se battre pour appliquer cette loi qu'il faut faire, non pas la saisine de l'autorité de la concurrence. Certes, l'autorité de la concurrence va émettre un avis. D'autre part, Monsieur le Ministre, nous avions voté la loi Régulation économique Outre-mer en 2013. Et cette loi Régulation économique Outre-mer prévoit l'installation des observatoires des prix, des marges et des revenus dans tous les territoires ultramarins. Nous avons eu un grand combat contre la vie chère en 2009. Depuis 2009, il ne s'est plus rien passé sur nos territoires parce que nous avons mis en place des outils pour se battre contre les situations de monopole, contre ceux qui abusent de leur situation et impactent le pouvoir d'achat des plus modestes d'entre nous. Ce sont ces dispositifs sur lesquels vous devez être absolument arc-boutés pour que ce soit appliqué dans nos territoires. Et ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, les services de l'État ne sont pas arc-boutés contre ces situations manifestement abusives. Et voter cet amendement nous permettrait d'ajouter un outil supplémentaire à la lutte contre la vie chère. C'est ça que nous demandons. Et je ne comprends pas pourquoi vous hésitez. Nous ne demandons pas des choses exceptionnelles. Nous demandons que soit appliquée la loi chez nous pour protéger nos producteurs, pour lutter contre les prix excessifs. Faites ce pas, Monsieur le Ministre, faites ce pas. C'est un signe important et vous allez contribuer, vous aussi, à ce combat contre la vie chère et à la production locale. Merci beaucoup, Madame Barex. La parole est au président André Chassaigne. Oui, je voudrais aller dans le même sens. D'abord, on va demander un scrutin public. Sébastien Jumel va remplir le papier parce qu'il ne faut pas que ce soit trop tard. Je crois que dans beaucoup de lois, et en particulier dans les lois qui concernent l'agriculture, on a des articles spécifiques sur l'outre-mer. La dernière loi qui était portée par votre collègue Le Foll avait des articles spécifiques sur l'outre-mer. Ça veut donc dire qu'il doit y avoir des conditions spécifiques pour l'outre-mer, des applications qui peuvent être adaptées et des mesures qui sont prises et qui tiennent compte des particularités de l'outre-mer. Donc le premier reproche que l'on peut faire, c'est que cette dimension-là n'a pas été prise en compte et c'est extrêmement regrettable. Deuxième élément, les décisions que l'on peut prendre, notamment sur la revente à perte et sur le seuil de revente à perte, ces décisions ont des conséquences différentes en fonction du contexte du territoire. Il est bien évident que sur un territoire, même si c'est valable sur l'ensemble du territoire français, mais plus particulièrement sur les territoires d'outre-mer, s'il y a
eu des actions spécifiques pour reconstruire des filières de production avec immensément de difficultés, parce que justement, pendant des années, quelques-uns ont déversé des produits qui venaient d'ailleurs, des produits qui étaient des produits souvent d'ailleurs de qualité moindre, à bas prix, au détriment des filières locales qui sont en phase de restructuration. Et c'est donc une conséquence directe. C'est d'ailleurs la même chose quand on déversait sur l'Afrique des millions de tonnes de poulets élevés en batterie et qui avaient des conséquences extrêmement négatives sur les agricultures vivrières qui étaient de ces pays. Donc il y a une interpénétration entre les choix que l'on fait et les agricultures des territoires, que ce soit des territoires français d'outre-mer ou des territoires d'ailleurs. On ne peut pas nier ça. Parce qu'effectivement, les conséquences vont être extrêmement lourdes. C'est parce qu'on n'a pas de mécanisme. Je n'étais pas là, malheureusement, quand il y a eu la discussion, je ne sais pas si elle a eu lieu d'ailleurs, sur un amendement que j'ai déposé, sur les coefficients multiplicateurs. Et je vous écoutais, je suivais quand même vos propos, monsieur le ministre, quand vous disiez que ça ne réglait pas le problème de l'importation. C'est faux. Je vais prendre un exemple concret. Avec ces fameux produits de dégagement. Si vous avez un produit de dégagement qui est acheté à 1 €, alors que dans une filière de production normale, ce produit vaudrait 3 €. Si vous mettez un coefficient 2, le produit de dégagement qui est acheté 1 €, qui est vendu 2 €, il produira 1 € de bénéfice pour celui qui le commercialise. Si vous achetez le produit 3 € et que vous le vendez 6 €, eh bien, il y aura, avec le coefficient multiplicateur, un bénéfice qui sera de 3 €. Ce que je veux dire par là, on peut limiter les importations qui sont des importations à bas prix, parce que si on met un coefficient multiplicateur à ces importations, le bénéfice sera bien inférieur au fait de commercialiser des produits de qualité. Donc ce que je pense, et ce que l'on porte, c'est qu'on ne résoudra pas les questions de fond si on n'a pas des mécanismes. Vous allez me répondre, comme d'habitude, que c'est une agriculture administrée, qu'on n'est pas en Union soviétique, et tout ça. Non, non, non. Moi, je suis persuadé qu'il faut des mécanismes. De la même façon qu'il faut des mécanismes, il faut des mesures fortes de protection, et en particulier, l'amendement qui nous est soumis, je crois qu'il nécessite d'être voté, parce que ça, en même temps, non seulement c'est une garantie que l'on peut donner à l'agriculture locale de ces territoires, mais je dirais que c'est un signal. C'est un signal. Et on a besoin d'envoyer des signaux. On a besoin vraiment de montrer qu'il n'y a pas l'abandon de certains territoires et que l'espoir, il ne se nourrit pas seulement de ce qu'on va mettre demain dans une ordonnance, dans des ordonnances. C'est dès aujourd'hui que très fortement on affirme des valeurs fortes. Merci beaucoup, Monsieur le Président Chassaigne. Avant de poursuivre notre discussion, je vous indique que sur le vote de cet amendement, et ainsi que nous l'a indiqué le Président André Chassaigne, je suis saisi par le groupe de la gauche démocrate républicaine et par le groupe de la Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public. Un scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Turquois, vous avez la parole. Oui, très chers collègues, je ne mesure pas tous les impacts de ce que vous évoquez, Madame Barrec, mais je suis très sensible à l'argumentaire. Dans une partie de ma carrière, suite à ma formation, moi je suis intervenu non pas dans les dom-toms, mais sur l'Afrique de l'Ouest et notamment le Cameroun, et j'ai vu les effets délétères des politiques de dégagement de l'Union européenne sur la constitution d'une agriculture locale. Et quand on a parlé ces dernières semaines de problématiques d'asile, d'immigration, eh bien c'est un élément structurant, c'est une réponse qui est de moyen terme ou de long terme qu'il faut apporter. Et quand on regarde l'histoire de la politique agricole commune, si l'agriculture européenne, elle en est où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des mesures spécifiques de protection, et on voit que quand il y a eu des sujets qui ont été traités comme les céréales et les oléoprotéagineux, on y a réussi. Et quand on n'a pas protégé, comme ce qui concerne la production de protéines, on a échoué. Donc, qu'il y ait des mesures spécifiques et une attention spécifique de nos conséquences. Je ne sais pas si c'est par cet article, cet amendement-là qu'il faut le faire, mais qu'on soit sensible des conséquences sur les agricultures de nos dom-toms et sur les agricultures notamment africaines, je crois que ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Non, je voudrais quand même rappeler que, d'abord, la loi, elle s'applique aux territoires et départements d'outre-mer. Et on l'a eu l'occasion de le rappeler hier. Donc il n'est pas nécessaire, sur chacun des articles, ou sur cet article en particulier, de préciser que le SRP s'applique aux outre-mer. Parce que sinon, on aura sur chacun des articles une mention spécifique où on aura des amendements qui préciseront que cela s'applique aux outre-mer. Et on pourra le faire dans tous les textes de loi qui seront discutés dans l'Assemblée. À chaque fois que vous aurez un article, à chaque fois il faudra rajouter un article disant que cela s'applique aussi aux outre-mer. Les outre-mer, je le rappelle, c'est la République. Et la loi, elle s'applique à tous les territoires et départements de la République. Et donc, on ne va pas faire un SRP spécifique aux outre-mer. Et notamment, on ne va pas le relever non plus comme vous pouvez le souhaiter, parce que quel serait l'impact de relever plus encore le SRP? Et puis, il faut aussi se dire que les productions d'outre-mer, elles bénéficient aussi de l'impact global du relèvement du SRP. Donc il n'est pas forcément indispensable que le SRP soit relevé localement, parce que les producteurs des outre-mer, même si ce n'est pas encore suffisant, même si l'offre n'est pas suffisamment structurée, ils vendent aussi sur le territoire métropolitain. Donc il y a une forme de péréquation qui se fait là, et le relèvement du seuil de revente à perte bénéficieront aussi indirectement aux producteurs d'outre-mer. Mais le point particulier sur lequel je veux insister, et faire attention, c'est un point technique quand même, c'est que, nous le disons, la loi, elle s'applique sur les territoires d'outre-mer. Rien ne dit aujourd'hui qu'on ne travaillera pas sur le seuil de revente à perte dans les outre-mer, mais attention aux impacts que cela peut avoir par rapport aux spécificités des outre-mer, et vous l'avez dit, Madame la députée, sur la cherté de la vie dans les outre-mer, sur l'absence de structuration de l'offre, même si je sais qu'à La Réunion, par rapport à d'autres départements, les choses sont un peu différentes, mais il y a un manque de structuration de l'offre, il y a encore trop d'importations, il y a encore trop de dégagements. Je l'ai dit tout à l'heure, la saisine de l'autorité de la concurrence là-dessus permettra aussi d'amener un travail pour améliorer la situation et faire en sorte que les ultramarins ne soient pas toujours livrés sur des produits de moins bonne qualité et sur des produits qui, je dirais, mettent en péril la viabilité même des exploitants des territoires ultramarins. Donc attention de ne pas créer un précédent en mettant en avant un article spécifique outre-mer, parce que nous aurons l'obligation de le faire en permanence et à chaque fois. Et vous savez ce à quoi cela peut conduire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Marc Le Fur, puis Madame Erika Bareitz. Monsieur le ministre, vous avez parfaitement raison. Les dispositions générales s'appliquent aux départements d'outre-mer, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Mais je comprends, par contre, ce que dit notre collègue, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat en métropole. On sait par définition qu'il va y en avoir sans doute avec un effet loupe, donc un effet un peu plus conséquent, un peu plus risqué dans un certain nombre de territoires et de départements d'outre-mer. Donc la question, elle mérite d'être posée, même si en termes juridiques, la réponse, elle est parfaite de la part de notre ministre. Moi, je voudrais répondre à M. Turquois, parce que je ne voudrais pas instiller l'idée que certains diffusent dans un certain nombre d'officines que nos produits ne pourraient pas être vendus en Afrique ou outre-mer. Moi, j'ai des entreprises chez moi qui exportent et dont les produits sont appréciés en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs, et des produits alimentaires. Et un certain nombre de grandes métropoles africaines ne pourraient pas se passer de nos produits, parce que le niveau de vie augmente en Afrique et c'est une bonne chose. Ils accèdent à un certain nombre de consommations. Alors, Monsieur Turquois, si vous poursuivez, allez expliquer ça aux salariés chez moi. Hein, je vous y invite. Vous aurez quelques difficultés à le faire, parce qu'on se bat pour sauver leurs emplois. Si on leur explique maintenant qu'ils ne peuvent plus exporter, ça va être très compliqué. Nous leur achetons leurs produits, et nous avons raison de le faire. Ils achètent des nôtres, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Donc arrêtons de caricaturer en disant que le commerce aurait pour effet de détruire des productions de valeur dans ces pays. Ces pays se développent, ils se développent bien, mais aussi un certain nombre de métropoles, grandes métropoles, les développements sont considérables dans les métropoles africaines, puissent accéder aussi à un certain nombre de productions, et en particulier de consommation carnée.
Merci Monsieur Le Fur. Madame Erika Barix, vous avez la parole. Oui, plusieurs choses pour repréciser mon propos, Monsieur le Ministre. D'abord, sur le seuil de revente à perte, nous n'avons pas demandé plus. Ce n'est pas du tout la demande. C'est une application du SRP que vous voulez appliquer partout, sur notre territoire, et en particulier sur les produits de dégagement. Ça, c'est le premier point. Sur le pouvoir d'achat, je vous l'ai dit, nous avons des dispositifs qui est le bouclier qualité-prix, la loi régulation économique outre-mer. Donc nous avons des dispositifs aujourd'hui mis en œuvre sur nos territoires pour lutter contre la vie chère. Ce sont des dispositifs que nous avons mis en place depuis 2013 qui fonctionnent puisque depuis ce moment-là, nous n'avons plus de manifestations sur nos territoires. Ça ne veut pas dire que le problème de la vie chère est réglé, ça veut dire que nous avons fait un pas et qu'il faut continuer à se battre contre la vie chère. Ensuite, vous avez, et j'ai suivi les débats depuis tout à l'heure, vous expliquez qu'il n'y aura pas d'impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Depuis le début, c'est ce qu'on nous explique, je crois. Et tout d'un coup, pour l'outre-mer, ça devient un vrai problème parce qu'il y aura une flambée sur le pouvoir d'achat en outre-mer. Je ne comprends pas bien le raisonnement. D'autre part, le pouvoir d'achat, c'est aussi de la création d'emplois. Et si on laisse venir, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, si on continue, et c'est en contradiction avec ce que vous défendez depuis 2 jours, pour vous, mais pour nous, ça change. Pour nous, le discours change. Si vous laissez rentrer ces produits de dégagement sur nos territoires, ça fait disparaître nos filières, ça tue l'emploi. Et si ça tue l'emploi, il n'y a pas de question de pouvoir d'achat. La question ne se pose même pas parce qu'il y a du chômage à la place de travail. Donc c'est ça le vrai sujet. Et je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, que moi j'ai des documents de travail sous les yeux de la technostructure qui montrent qu'il y a un travail en préparation parce que vous allez passer par ordonnance, donc du coup nous n'allons plus débattre. Donc par ordonnance, il y a des technocrates qui sont en train de travailler, j'ai le document sous les yeux, pour nous exclure de ce dispositif et donc de laisser ces produits de dégagement venir sur nos territoires. Mes chers collègues, je vous sensibilise vraiment sur ce sujet et je voudrais vraiment avoir votre adhésion là-dessus. Il s'agit de protéger nos agriculteurs, nos éleveurs contre des produits que vous refusez vous-même d'avoir sur ce territoire et vous les dégagez sur nos territoires. C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de tous les autres produits, il s'agit des produits de dégagement. Merci beaucoup, Madame Barix. J'ai 2 demandes de prise de parole, le président Chassaigne puis Monsieur Ramos. Monsieur le ministre, c'est sûr que vous avez juridiquement raison. Mon collègue Le Fur l'a formulé avec des mots différents. Vous avez juridiquement raison sur les propos que vous tenez. Je dirais que vous avez intellectuellement raison par le fait qu'une décision qui est prise, un article de loi va s'appliquer bien évidemment mécaniquement à l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer. Il est bien évident aussi que la référence à l'article L420-5 du Code du commerce s'appliquera, puisqu'il est cité dans l'amendement, s'appliquera sur la totalité du territoire. Mais autant vous avez juridiquement raison, autant vous avez politiquement tort. Parce que je pense, et ça a été le cas dans de très nombreuses lois que nous avons pu discuter, sur lesquelles vous êtes intervenu d'ailleurs sans aucun doute, Monsieur le Ministre, sur cette volonté de la représentation nationale de marquer plus particulièrement des priorités qui concernent l'outre-mer. Et ça, je trouve que c'est une erreur de ne pas le faire. Vous savez, si on étudiait l'ensemble de notre législation ou des textes de loi qu'on a pu discuter ici, combien de fois on a pu, par un article qu'on ajoutait, faire en quelque sorte de la redondance, c'est vrai. Vous allez dire, vous appellerez ça du bégaiement.
Moi, j'appellerais pas ça comme ça, j'appellerais ça au contraire marquer des politiques fortes. On l'a fait très souvent. On l'a fait parce que c'est nécessaire, parce que c'est une exigence pour notre pays, pour notre nation de le faire, et notamment par rapport aux spécificités de l'outre-mer. Et si on ne fait pas ça, je trouve que c'est une grave erreur. C'est pas pour rien d'ailleurs que... C'est pour ça que j'exprimais ma surprise tout à l'heure qu'il n'y ait pas d'article spécifique. Mais il y a cette volonté d'avoir des articles spécifiques sur l'outre-mer dans beaucoup de textes de loi. La semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais plus, le ministre de la cohésion des territoires, d'ailleurs, a dit qu'il faudrait qu'on ait la même démarche par rapport à la ruralité. Suite à la question de Jean-Paul Dufrègne, qui est intervenu, c'était la semaine dernière, là-dessus. Donc, voilà, j'insiste là-dessus, je me tourne vers l'ensemble de nos collègues. Hein. Je pense que voter cet amendement, même si, comme vous le dites, ça ne rajoutera pas beaucoup à la loi, je pense que quand même, ça aura une valeur très symbolique, très forte. Je pense qu'il faut le faire, quoi, en faisant tomber les unités de groupe. Même, je me doute bien que depuis le début de la semaine, vous avez pris la clé et puis vous serrez les boulons. Mais vous ne pouvez pas avoir les boulons serrés pour tout, quoi. Merci, Monsieur le Président Chassaigne. Monsieur Ramos, vous avez la parole. Je voulais simplement dire que je partage l'avis de notre collègue Barrette. Je veux dire, l'outre-mer, il y a des particularités, et celle-là en est une. On ne peut pas accepter que des produits de moindre qualité aillent sur des territoires, ce qui n'est pas le cas avec la loi, évidemment, mais c'est très important ce que vous dites. Et puis en outre-mer, vous savez que la courbe de l'obésité est supérieure à ce qui se passe en métropole, et que donc la courbe de la pauvreté suit la courbe de l'obésité. Et comme les territoires d'outre-mer ont des courbes de pauvreté supérieures, ils ont des courbes d'obésité qui sont supérieures. Et notre travail ici est notamment sur ces territoires-là, de monter en gamme pour arrêter cette courbe très très forte sur nos outre-mer. Donc je pense que vous avez raison, il faut qu'on travaille sur des produits de haute qualité pour empêcher aujourd'hui que la courbe de la pauvreté, la courbe de l'obésité soit galopante sur les territoires d'outre-mer. Merci beaucoup, Monsieur Ramos. Monsieur François Ruffin, vous avez la parole. Oui, la question qui est posée, pour moi, c'est comment on permet le développement économique de l'outre-mer, mais aussi, puisque j'entendais la prise de parole de M. Le Fur, éventuellement des pays d'Afrique. Et là, on nous dit que le libre-échange, en l'occurrence, est une entrave au développement, puisque ça permet de faire que des industries qui sont déjà développées, comme en métropole, puissent accéder à des marchés où... Tant qu'il n'y a pas de protection des industries naissantes sur les dom-toms, mais aussi sur les pays d'Afrique, eh bien, ils sont condamnés à être des importateurs permanents. On sait, depuis Friedrich List, mais aussi en passant plus récemment par Ajun Chang, qu'il faut un protectionnisme des industries naissantes, que les États-Unis ont eu un protectionnisme, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se développer. L'Angleterre a eu un protectionnisme, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se développer. La France, l'Allemagne, ainsi de suite, ont eu leur temps protectionniste aussi, qui leur ont permis de se développer. Et constamment, les pays qui se sont développés, les premiers, ont fait ce qu'on appelle enlever l'échelle. Enlever l'échelle qui leur ont permis d'accéder à ce niveau de développement, ça a été une époque protectionniste. Ils ont enlevé l'échelle et ils ont empêché que derrière eux, d'autres pays accèdent au développement en disant non, vous devez être baignés dans le bain du libre-échange. Mais dans ce bain du libre-échange, ceux qui ne sont pas développés sont condamnés à ne pas se développer. Je vais donner un exemple africain. Le Kenya a fait un choix qui a été de taxer fortement les importations de lait. Ils ont taxé à hauteur de 65% les importations de lait. Le résultat est aujourd'hui que le Kenya est un exportateur de lait et que sa population consomme plus de lait qu'ailleurs sur le continent africain. À l'inverse, les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas mis de taxes sur le lait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une pression constante sur les pays d'Afrique de l'Ouest de la part des ambassades européennes, de la part de l'OMC, de la part du FMI, pour leur interdire de mettre des taxes sur le lait. Le résultat aujourd'hui, c'est que le taux de dépendance, c'est-à-dire le taux d'importation par rapport à la consommation de lait des pays d'Afrique de l'Ouest, est de 60%. 6 litres sur 10 consommés en Afrique de l'Ouest sont importés. Pourquoi? Parce qu'on ne permet pas le développement des industries naissantes. Et la question est donc là, c'est qu'il faut une phase protectionniste, il faut permettre une phase protectionniste. Et si on continue à vouloir être dans la mission exportatrice
de la France, à la fois à l'égard des DOM-TOM et à l'égard de l'Afrique, on condamne ces pays à ne pas pouvoir mettre en place leur souveraineté commerciale. Il faut leur permettre d'avoir la politique commerciale qu'ils souhaitent. Or, aujourd'hui, les ambassades européennes, l'OMC et le FMI font pression pour la chute constante, ou en tout cas pour le non-relèvement des barrières douanières, un non-relèvement des barrières douanières qui serait pour elles une possibilité de développement. Merci Monsieur Ruffin. Monsieur le ministre Travert, vous avez la parole. Bien. Moi, je voudrais inviter Madame la députée Erika Bareidt à venir participer au travail que nous allons mener sur les ordonnances, à l'article 9, pour voir comment nous pouvons apporter des solutions pour les territoires ultramarins. Je passe d'invitation à venir travailler avec nous pour que vous puissiez travailler sur le contenu avec nous des ordonnances. Et comme je le disais, là je vais marquer, ce sera la première fois, mais un désaccord avec monsieur Ramos, mais il ne s'agit pas ici de vouloir faire en sorte que les Outre-mer soient moins bien traités que le territoire métropolitain en termes de qualité alimentaire. Il s'agit ici, nous avons un texte qui reprend l'intégralité du territoire français. La loi s'applique sur l'ensemble du territoire français, Outre-mer y compris bien évidemment, et que le seuil de revente à perte doit être, cette question doit être traitée sur les Outre-mer en mesurant les impacts que cela peut avoir par rapport aux spécificités des territoires d'une part, et sur les produits de dégagement. Ce que nous avons proposé, c'est qu'il y ait une saisine de l'autorité de la concurrence pour faire en sorte que nous puissions trouver les voies et les moyens de diminuer l'impact des produits de dégagement et des coûts induits par ces produits de dégagement sur la viabilité des exploitations des producteurs ultramarins. Donc moi, j'appelle aussi à la raison sur ce sujet. Les Outre-mer sont présents dans tous les textes. Et d'ailleurs, je vais vous dire, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, nous avons fait en sorte que sur chacune des décisions que nous prenons, sur chacun des textes que nous portons, chacune des feuilles de route que nous portons, nous avons forcément, et nous avons mis dans le feuille, et ça a été vu avec ma collègue Annick Girardin, nous avons le réflexe, bien évidemment, Outre-mer, parce qu'il est essentiel, parce que ce sont aussi des territoires avec des démarches de progrès, ce sont aussi d'immenses territoires agricoles, des territoires forestiers sur lesquels, bien évidemment, qui servent l'agriculture française et qui servent l'image de l'agriculture française. Et puis, Madame Bareidt, vous avez parlé de documents de la technostructure. Attention, Madame Bareidt, vous avez appartenu à un gouvernement, vous avez été ministre de la République, et la technostructure, elle nous encadre, elle travaille avec nous tous les jours, elle fait un travail remarquable, et je veux dire ici que là aussi, la technostructure, elle peut aussi apporter l'autorité de la concurrence, et ce que nous souhaitons faire peut apporter aussi un certain nombre de points positifs pour les Outre-mer. Mais je voulais le souligner, attention au choix des mots. Merci Monsieur le Ministre. Nous allons donc maintenant pouvoir procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix l'amendement 2479, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 65, exprimés 57, la majorité à 29 pour 19 contre 38. L'amendement n'est pas adopté. Nous passons à l'examen d'une longue discussion commune avec un certain nombre d'amendements identiques. Le 702.